Et maintenant, voici donc mon troisième invité, car aujourd'hui il y a eu 3 invités au JDA, veuillez faire un triomphe, mais vraiment même plus qu'un triomphe, une standing ovation à Bob Garcia. Un nom d'artiste, c'est Bob Garcia. Hein. Ça fait beaucoup là pour un seul homme. Hein. Bonjour Bob Garcia. Salut, ça va bien? Ça va, tu étais venu déjà, toi, viens, Mais oui, mais bien sûr, oui, j'étais venu pour parler de Tintin, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'était c'était Tintin. L'histoire selon Tintin? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. T'as pas l'air sûr, hein? Non, non, mais moi je m'en souviens. Il me semble que c'était ça. Voilà. Est-ce que c'est ton vrai nom, Bob Garcia? Je m'appelle Robert, mais comme je suis snob, on dit Bob. Bob. Bon, voilà. Mais Garcia, c'est ton vrai nom, par Ah contre. oui, j'assume. Donc là, tu viens pour un autre ouvrage, car c'est des ouvrages pour toi. Un thriller. It's a thriller. It's a great thriller. Un polar, donc voilà. Qui s'appelle donc Les Spectres de Chicago. Voilà. C'est ça. Merci Justine. Alors, le pitch. Chicago en 1929. Pourquoi 1929? C'est la crise. C'est précis. Bah oui, c'est la crise, le crash boursier. Donc, voilà. Par une nuit d'hiver, oui. Une bombe explose dans le sous-sol du Comédia, qui est un club de jazz qui a vraiment existé. Non, inventé complètement. Inventé, mais qui aurait pu, il y a eu peut-être tas de clubs parce de que jazz. Chicago, c'était quand même... Tu n'as pas choisi Chicago par hasard par rapport au jazz. Non, bien entendu, oui, c'était un haut lieu du jazz dans les années 30, et puis ça le reste toujours, du jazz et du blues par la suite. Voilà. 2 hommes sortent des décombres. Il faut dire que le Comédia est en ruine. Il est rasé, ouais. Voilà. Jerry, un trompettiste. Pourquoi tu as voulu qu'il soit trompettiste? Comme ça, c'était comme ça. C'est une lubie. Le trompettiste du Comédia qui s'en sort miraculeusement de cette explosion. Alors, il y a le deuxième homme est frappé d'amnésie. Alors, c'est sûr qu'il y a un truc chez toi, quand même, qui se passe mal. On ne sait pas qui c'est, tu le dis. On ne sait pas qui c'est. Ouais. Mais même toi, tu ne sais pas qui c'est. Non, même pas jusqu'au bout, d'ailleurs. Mais lui non plus. Et c'est justement un intérêt du bouquin. C'est qu'il va... Non, pas un désintérêt en... Non, un intérêt du bouquin. Un intérêt du bouquin. Il va chercher ses propres racines, tout en essayant de résoudre cette énigme qui a fait exploser ce club et pourquoi. Alors Jerry, le trompettiste, l'accueille parce qu'il est sympa, hein, il loge, tout ça. Et cet homme, qui est atteint d'amnésie, part en quête de son identité et de la vérité sur l'attentat. Voilà, alors pourquoi pourquoi tu fais faire tout ça à ce pauvre homme? C'est fiction. C'est une manière de retourner dans ses racines et puis d'essayer de se reconstruire. Et je visite à travers ce bouquin. Il y a plusieurs lectures possibles à travers ce bouquin, ce qui t'a pas échappé. Non, ça ne m'a pas échappé. Alors parle-moi de la première lecture, par exemple. Je revisite. La première lecture, c'est l'enquête elle-même de Elliot Ness qui va essayer de comprendre qui a fait. Tu es un fan d'Elliot Ness? J'adore. Non, mais attends, c'était cette époque-là, les Incorruptibles. Ne pas confondre avec les Incorruptibles. Voilà, c'était bien, hein, les Incorruptibles. Vachement bien. Mais le personnage des Incorruptibles, tel qu'il était présenté à l'écran ou dans la série, était quand même assez éloigné du vrai Elliot Ness, qui lui était quand même un sacré pochetron. Alors donc il luttait contre les contrebandiers. Bah non, il pouvait pas. Mais le vrai Elliot Ness était pochetron. Oui, c'est vrai. Il paraît qu'il aimait bien teaser, il aimait bien l'alcool. Bon, alors revenons à ton bouquin. Alors pourquoi tu voulais évoquer Elliot Ness? La première lecture, c'est ça justement. C'est l'enquête policière en elle-même. Il y a eu un attentat, il y a eu des morts. Bon, on essaie de comprendre qui, quoi, que qu'est-ce. Voilà, alors donc quoi que qu'est-ce. Donc Elliot Ness, lui, il est persuadé que c'est encore une guerre de gangs. Ces deux gangs, Al Capone et son rival du moment, qui se sont frités pour des questions de territoire et qui ont fait péter la baraque. Mais pas du tout, en fait. Donc l'enquête va s'orienter petit à petit vers autre chose. Donc ça, c'est la première enquête, la deuxième lecture. Et la deuxième lecture, c'est le personnage amnésique qui sort des décombres et puis qui va essayer de se reconstruire et de retrouver des fragments de mémoire de son passé et de savoir qui il est, lui. Donc il y a la quête, il y a l'enquête et il y a la quête. Et c'est une façon aussi de revisiter... Retenez bien, il y a l'enquête et il y a la quête. Ça n'a rien à voir. Parce qu'après, on va faire la quête. Donc, il faut bien financer le bouquin. Oui. Donc, lui, il va essayer... Le mot en plus, Bob Garcia. Bon, jeu de mots, là. On essaye un tout petit peu. Ah oui, s'il te plaît, oui. Le plateau rigole. Le plateau rigole. Moi, je vois ça. Mais... Jeu de mots, oui. Alors, génial. Donc, j'en ferai un autre tout à l'heure. Oui. Et donc, lui, il essaye de se construire, de trouver qui il est. Et c'est une façon de revisiter le mythe de Peter Pan. Donc voilà, le garçon qui ne veut pas grandir, qui veut rester dans son imaginaire. Est-ce que tu es fasciné par le mythe de Peter Pan? Totalement. Pourquoi? Totalement. Je ne sais pas. C'est l'enfance, le monde de l'enfance. Oui. Tu as toi-même été enfant?
Ah oui, oui, complètement. Mais je te dis sous des apparences très... Non, en fait, non. Non. Il n'y a rien. D'accord. Tu grattes un peu, tout se barre en sucette. Et donc, ce mythe de Peter Pan m'a fasciné. Et il y a un ouvrage de Pierre non, pas, il s'appelle pas Pierre, mais c'est Senecal, Patrick Senecal, auteur canadien. Ah non, mais c'est tout bête, ça s'appelle Alice. Et il revisite le mythe d'Alice au Pays des Merveilles à travers un polar noir qui est époustouflant. Et ce truc m'a complètement fasciné. Et je me suis dit, tiens, je vais revisiter moi le mythe de Peter Pan, mais à travers un autre polar qui se passe donc à Chicago en 1929. Parfait. Donc, voilà les deux lectures. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais pour l'instant, l'homme frappé d'amnésie, quand même, il est donc entre un passé qui lui échappe et un présent hostile. C'est ça? Oui, un présent qui lui échappe aussi d'ailleurs. Parce qu'il lui échappe. Tout lui échappe. Donc il a peur, non? Il a peur, il y a une espèce de... Enfin, il est persuadé qu'il est traqué. Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce que c'est dans la réalité? On est à la croisée des chemins, un petit peu entre l'imaginaire et le réel. Et ce gars-là, donc, il est terrorisé, il va se réfugier un petit peu dans ses souvenirs d'enfance pour essayer de se reconstruire. Alors, donc le roman, tu l'as dit, donc on croise Eliot Ness. Oui. Tu es fasciné donc par Eliot Ness. Bien sûr, cette époque-là. Sherlock Holmes aussi, pourquoi? Alors Sherlock Holmes, c'était un vieux fantasme parce que j'ai écrit des romans holmésiens. Oui, comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien Conan Doyle, j'aime bien Sherlock Holmes. Des romans holmésiens, oui. Voilà. Donc tu voulais qu'on croise Sherlock Holmes dans ton ouvrage. Je voulais ça. Et donc Sherlock Holmes apparaît évidemment en 1930, donc il est vieux, il doit avoir 70 ans, quelque chose comme ça. Oui. Mais il a encore de beaux restes et il résout comme ça une énigme sur laquelle Eliot Ness, grand monsieur. Eliot Ness, il rame sur son truc et lui, il arrive, hop, ça y est, en 2 coups de cuillère à peau, il résout. Alors on croise aussi un bibliothécaire illuminé. Pourquoi tu as voulu un bibliothécaire illuminé? Tout vient des livres, la passion des livres, la passion de... Voilà, quand Tu penses que quand on est passionné des livres, on est illuminé? Non, mais lui, il l'est particulièrement. Lui, il est illuminé, il vit dans ses livres, il a même inventé une espèce de machine invraisemblable qui est un petit peu les prémices de l'ordinateur, qui s'appelle le métalivre. Et tu vas rentrer quelques données un petit peu farfelues dans son espèce de boulier, il va te sortir les bouquins que tu cherches. Voilà. Alors, dans ton bouquin, on croise aussi une vieille dame qui vend des jouets extraordinaires. Oui, on reste dans le monde de l'enfance, le monde du fantasme de l'extraordinaire. Elle fabrique elle, son fantasme, c'est les marionnettes. Donc elle rêve d'avoir des personnages en marionnettes. Et ce personnage donc, qui n'a pas de nom, dont on ne connaît pas son nom, lui, il se découvre un passé, on va comprendre pourquoi à la fin. Et il découvre. Ne dis pas la fin parce qu'ils ne vont pas l'acheter sinon. Surtout pas. Non mais allez-y, vous vous procurer, c'est sympa, il y a plein de personnages. On se demande comment ça va se terminer. C'est haletant, Et lui, donc, il se découvre capable de fabriquer des marionnettes, des sacrées marionnettes. Il fait des super personnages. Alors, on croise aussi des clochards célestes. Pourquoi? Tu trouves que les clochards sont célestes? Les clochards célestes, c'était un petit... un clin d'œil à qui? C'est Jacques Kerouac, non? Oui, Jacques Kerouac. Les clochards célestes. C'était un petit clin d'œil, là encore, à la Beat Generation? À la Beat Generation, voilà. D'accord. Un monde que j'aime bien. Alors, c'est un mélange, parce que ça se passe en 1930, donc il n'y avait pas de Beat Generation. C'est un peu tôt. Mais il y avait le jazz naissant, qui était déjà la Beat Generation, un peu sans le savoir. Une musique bien déjantée. Et la belle Wendy et ses enfants perdus. Alors, qui est la belle Wendy? Wendy, c'est une... À qui tu penses quand tu as mis la vraie Wendy, celle de Peter Pan. Ah, la vraie? La vraie Wendy, voilà. Et donc là, quand il est recueilli, ce fameux... ça fait rêver tout de suite. Quand il est recueilli, donc ce fameux amnésique, par son ami Jerry Lake. Le trompettiste. Le trompettiste. J'espère, on en a parlé il y a 10 minutes. On va y arriver. Il tombe dans une famille. C'est même pas une famille recomposée, c'est une famille décomposée, on va dire. Parce qu'il y a Jerry, il a accueilli autour de lui des enfants qui sont pas à lui, mais qu'il a recueillis, voilà, parce que c'est un mec au grand cœur. Et il y a même un papy, un black, voilà, qui est pas non plus de la famille, mais tout ça, ça crée une espèce de pseudo-famille qui fait penser, qui évoque un petit peu les fameux enfants perdus de Peter Pan. De Peter Pan. Voilà. Donc on reste dans cet univers, dans cet imaginaire. Donc il se passe plein de trucs, il y a plein de personnages, on ne va pas tout dire. Non. Alors la dernière phrase de ton bouquin, c'est « Il fait nuit, j'ai peur, dans un coin de la cellule, l'hypothèque, c'est ça? L'hypothèque noir me fixe silencieux. » Alors c'est quoi l'hypothèque noir? Alors justement, si je le dis, je déflore tout le bouquin. Donc oui, c'est pour ça, parce que j'ai lu la fin, je te tendais un piège. C'est la dernière phrase du bouquin. Le type est vraiment...
terrorisé probablement par des démons et puis par des fantasmes ou des terreurs enfantines. Oui. Et ça a pris un sens avec ce personnage énigmatique qui est dans l'ombre, qui n'existe pas, peut-être juste dans sa tête, mais qui s'appelle l'Hippotraque noir. Voilà. S'il est noir, il fait peur. Il s'appelle l'Hippotraque. Je t'invite à mon bureau pour saluer les 53 millions de téléspectateurs qui t'ont admiré. Merci à tous. Alors, il n'y a pas d'applaudissements ? Après, peut-être. Oui, après, attends. Ah. Voici donc le livre de Bob Garcia qui s'appelle Les Spectres de Chicago, en vente aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Applaudissements, s'il vous plaît. Ils applaudissent quand ils ont envie d'applaudir, hein, mon public. Merci, public adoré. C'était donc le JJDA. Nous nous revoyons demain à 17h30 précise pour un nouveau JJDA. Au revoir, Bob. Merci, Jackie. Je t'en prie. Merci de ton accueil. Super ciao, à demain, 17h30. Au revoir. Hop, hop, c'est là. Salut, à demain. JJDA.